Derrière le problème de la croissance, le nouveau gouvernement est directement confronté à la question de la stratégie énergétique à long terme. Les travaux économétriques le démontrent. Il y a une étroite corrélation entre la croissance et l'énergie disponible par habitant. Ce lien entre l'énergie et la croissance est encore plus vrai pour le pétrole. Or, l'approvisionnement pétrolier de la France va décroître inexorablement. C'est ce que nous explique Jean-Marc Jancovici, ingénieur de l'École Polytechnique, consultant et cofondateur du cabinet Carbone 4. Jean-Marc Jancovici est l'un des spécialistes reconnus des questions de l'énergie, du climat et de l'économie du carbone. À l'heure où un nouveau gouvernement rentre en fonction, une des questions qu'on peut légitimement se poser est de savoir quelles vont être ses marges de manœuvre. En matière économique, le plus vraisemblable pour les 5 ans qui viennent, et en fait malheureusement pour beaucoup plus longtemps que ça, est que nous n'allons plus retrouver de croissance économique, ou du moins plus de croissance économique significative. La raison à cela, elle a démarré il y a 35 ans, au moment des chocs pétroliers. Il s'agit tout simplement du fait qu'il y a un lien extrêmement fort et malheureusement méconnu entre l'énergie et ce qu'il est coutume d'appeler le PIB. Alors physiquement, le système marche comme suit. Le PIB, c'est la contrepartie monétaire de la production. La production repose sur des flux physiques et pour créer ces flux physiques, il faut de l'énergie. Quand on observe la corrélation historique dans tous les pays de l'OCDE entre l'approvisionnement énergétique et le PIB, on constate qu'elle est absolument excellente, en fait bien meilleure que la corrélation du PIB avec n'importe quoi d'autre. Et il est possible de spéculer sur l'approvisionnement énergétique futur de l'Europe et donc de la France et d'en déduire que malheureusement, le PIB français ne devrait pas croître, et en tout cas pas croître des 2 à 2,5% espérés par le candidat nouvellement élu dans les années qui viennent. Pour être un peu plus précis, en Europe, les 2/3 de l'approvisionnement énergétique viennent du pétrole et du gaz. 40% de l'énergie européenne, c'est du pétrole, 25% c'est du gaz. En ce qui concerne le pétrole, l'approvisionnement européen a commencé à décroître depuis 2005, et donc en France avant le Grenelle de l'environnement. La conséquence de ce déclin, c'est le plafonnement de la production pétrolière mondiale depuis 2005, à partir du moment où la production globale est stable et où la France, qui est un importateur historique, se retrouve en compétition croissante à la fois avec la consommation domestique des pays producteurs et avec les pays émergents, eh bien, la quantité de pétrole à laquelle la France peut accéder est en baisse. C'est également valable pour les importations européennes qui représentent 70% de la consommation de pétrole du vieux continent. Donc depuis 2005, nous avons une énergie qui est orientée à la baisse de manière contrainte sur le pétrole et on peut presque répéter l'histoire sur le gaz. 25% de l'énergie européenne, donc c'est du gaz, 60% vient de la mer du Nord et la mer du Nord a entamé son déclin, là aussi il y a quelques années. Ce déclin est lent pour le moment, mais d'ici 2015 à 2020, quand la Norvège, qui est le dernier grand pays producteur de la zone qui n'a pas passé son pic, va passer son maximum de production, alors le déclin derrière sera rapide et absolument pas compensé par des exportations russes ou par des importations de gaz naturel liquéfié. On va donc se retrouver avec une énergie à la disposition des Européens qui va baisser, et donc, à cause du lien entre énergie et PIB, avec un PIB européen qui va au mieux rester à peu près stable et plus vraisemblablement baisser. Cela rentre frontalement en contradiction avec les chiffres qui ont servi, au moins publiquement, à baser les promesses du nouveau président, puisque dans ses engagements de campagne, 60 très exactement, il était stipulé, page 40, que la croissance française se promènerait entre 2 et 2,5% à partir de 2015. Voire même 2014. Et bien évidemment, cette affaire-là n'arrivant pas, une des premières questions qui se posent au gouvernement, c'est que faire alors que la croissance ne reviendra pas. Alors ce que faire va évidemment impacter tout un tas de domaines d'action dans lesquels le gouvernement doit prendre des décisions. Ça va impacter bien évidemment tous les systèmes redistributifs, à commencer par les retraites. Ça va aussi impacter les marges de manœuvre qui sont disponibles pour relancer ou l'industrie ou les transports ou d'une manière générale tout ce qui nécessite de l'argent investi par la puissance publique. Bref, ça va poser tout un tas de questions qui pour le moment n'ont pas été posées de manière franche avant l'élection présidentielle et donc vont devoir être posées après. Que faire dans ce genre de contexte ? La logique voudrait que si notre économie
actuelle et sous perfusion de combustibles fossiles, eh bien, a une chance de se réaliser. Tout projet qui suppose d'en consommer de moins en moins et a peu de chances de se réaliser tout projet qui suppose d'en consommer de plus en plus. Dit comme ça paraît assez trivial. En fait, ça met une ligne de séparation des eaux assez nette. Et il est possible de regarder catégorie par catégorie ce que ça signifie en termes concrets. On peut commencer par exemple par les villes. Il est évident qu'en période énergétique contrainte, notamment sur le pétrole, on va devoir faire des villes qui seront plus denses, mieux réparties sur le territoire et probablement qui occuperont un peu moins de gens ou dans lesquelles il y aura une fraction un peu réduite des gens qui trouveront à s'employer parce que les villes se sont créées dans tous les pays industrialisés, parce que les campagnes se sont vidées grâce à l'énergie abondante et parce qu'on avait besoin de plus en plus de gens dans les échanges à partir du moment où la production, elle aussi permise par une énergie abondante, allait en augmentant. Il va également falloir faire des choses sur les moyens de transport, donc diminuer la consommation de pétrole par voiture et mettre en place des systèmes qui n'ont pas besoin de pétrole correspond au sens de l'histoire. A contrario, essayer de faire redémarrer une industrie automobile basée sur des performances qui sont conservées, donc dit autrement des consommations par voiture qui restent identiques, devrait se heurter à des limites physiques croissantes. Dans le domaine de l'industrie, il devient essentiel de décarboner l'industrie lourde le plus vite possible. Alors l'industrie lourde, très concrètement, c'est aciérie, cimenterie, chimie, papeterie, métallurgie des non-ferreux. Et ces industries lourdes, si elles restent dépendantes des combustibles fossiles, il leur sera de plus en plus difficile d'exister en Europe. Et si l'Europe perd son industrie lourde, elle perdra derrière son industrie manufacturière, ou plus exactement, elle aura de plus en plus de mal à conserver son industrie manufacturière. Décarboner l'industrie lourde est quelque chose qui ensuite peut s'exporter et donc peut contribuer à l'équilibre de la balance commerciale, tout comme le fait d'être les premiers à savoir construire des modes de transport qui sont adaptés au futur et non pas au passé, tout comme le fait de savoir construire ou reconstruire des villes qui sont adaptées au futur et non pas au passé, tout comme le fait de savoir construire des réseaux qui sont adaptés au futur et non pas au passé. Donc d'une manière générale, à partir du moment où on décide de décarboner l'économie, on se rend compte que c'est quelque chose d'extrêmement structurant pour savoir quels sont les projets industriels et les projets d'activité qui ont une chance de déboucher dans le monde futur et de nous permettre d'occuper en premier les places intéressantes, et les projets pour lesquels ça ne passera pas la barrière de l'énergie rare, et donc il vaut mieux réfléchir dès à présent à la bonne manière de reconvertir les gens qui s'y trouvent.